Ce soir, la caisse du siècle met en lumière les liaisons dangereuses qui, depuis 1945, unissent caïd, police et monde politique français. Officiellement, la République traque les voyous. Officieusement, il arrive à ces voyous de lui rendre service en réalisant ses basses besognes. En 3 volets, cette série documentaire confronte la parole de grandes figures du banditisme aux témoignages exclusifs de politiciens, policiers et aux magistrats. Des historiens apportent également leur éclairage sur les grandes affaires qui ont éclaboussé la République depuis la Libération. Une soirée exceptionnelle qui propose une relecture inédite de l'histoire de France contemporaine. C'est tout de suite avec Les Gangsters et la République de Julien Johan et Frédéric Ploquin. « 3 juillet 2015. La famille gaulliste enterre son bras droit. L'homme de tous les réseaux, Charles Pasqua. Légende dorée pour ceux qui l'aimaient. Légende noire pour ceux qui le détestaient. Avec cette génération, née entre les deux guerres, c'est un savoir-faire politique qui disparaît. Un goût pour les méthodes musclées, à la frontière de la légalité. Le thème, c'est quoi, alors ? Les bandits et la République. Ah ouais. De 1945 à nos jours. Oh, bon. Les dirigeants français ont souvent fait appel à la voyoucratie, mais toujours, bien sûr, au nom de la patrie. On peut comprendre qu'à un moment, au nom de la liberté, on sorte des règles démocratiques. Mais du coup, il y a une sale habitude d'utiliser la force pour l'emporter. Le charme des criminels, c'est qu'ils sont intelligents, violents, qu'ils peuvent obéir à des instructions. Mais quelle est la compensation ? Un demi-siècle d'échanges et de bons procédés entre voyous et politiques ont marqué la République et façonné le banditisme français. Les gangsters connaissent une autre version de l'histoire de France, une histoire de compromission et de services rendus par le milieu. Les voyous ont commencé à faire quelques braquages, tout ça, et puis il y a quelques politiciens bien connus qui se sont dit tiens, ces gens-là peuvent servir. L'homme politique, quelque part, c'est un voyou aussi. La différence, elle est là. C'est que le voyou, il a d'autres méthodes. Des intérêts personnels ont fini par converger et des liens indéfectibles se sont tissés. Mais toujours, bien sûr, pour l'amour de la patrie. Ils ont fait pour l'amour du gars, hein. C'est que la patrie qui suffit. Trop de journaux ont agité le spectre des polices parallèles, autrement dit, des mystérieuses barbouzes. Répondre à la violence par la violence. Qui n'aperçoit la profondeur du piège? Que nous n'aurons aucune faiblesse vis-à-vis des criminels dont la seule place est en prison. Dans le milieu, la parole est rare. Et quand on s'exprime, on ne prend pas de gants. William Perrin, dit le Grand, a 81 ans. Et il a décidé de se lâcher. Quel connasse. Une vie de hors-la-loi derrière lui, l'homme appartient à l'aristocratie des voyous français. As du chalumeau, il siphonne les coffres des plus grandes banques. Plus tard, il s'enrichit en exportant de l'héroïne en Amérique avec la French Connection. Une erreur fatale. J'ai pris 16 ans, moi, dans cette histoire. En France, j'ai pris 18 ans, j'ai fait appel, ils m'ont descendu de 2 ans. William Perrin est un témoin privilégié. Il a connu l'âge d'or du milieu. La voyoucratie ne s'est jamais aussi bien portée que pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand la guerre est finie, j'avais 14 ans, quoi. Je comprenais quand même, pour les voyous, c'était le rêve pour eux. Et ils travaillaient pour les Allemands. Mais c'était quoi la motivation de ces bandits? C'était l'argent, ils pouvaient faucher comme ils voulaient, et les Allemands, ils s'en battaient les couilles. La période de l'occupation est le creuset des relations entre les voyous et le pouvoir central. Les Allemands ont besoin des bandits pour tenir la rue et faire remonter des renseignements opérationnels. Sans eux, ils ne contrôlent pas le territoire. Ces truands,
ils ont ce qu'ils appellent entre eux le carton. C'est l'Ausweis qui permet de circuler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit s'ils en ont besoin. Et puis on leur donne le droit de porter des armes. Les voyous, leur principe il est simple. Faire de l'argent en profitant de la situation. Ils ont compris qui étaient les maîtres et ils s'enfoncent dans la brèche. Et les Allemands, ils vont trouver un personnage parfaitement adapté à cette période trouble, Henri Lafont. C'est un escroc. Et c'est lui qui va faire naître la fameuse carlingue, qui prend le nom, par la suite, le surnom de Gestapo française. Henri Lafont draine derrière lui jusqu'à 1 millier de bandits. À la carlingue, on torture, on extorque, on assassine et on pille. Tous les voyous de basse classe, il y en a beaucoup qui sont marqués dans la Gestapo parce qu'ils avaient... Les Condés ne pouvaient pas les arrêter. Ils avaient l'impunité, ils pouvaient toucher de l'argent comme ils voulaient. Les Allemands sont pragmatiques, et les voyous aussi. Cette union sacrée s'avère des plus lucratives. Les truands disaient ni fascistes, ni gaullistes, mais pognonistes. Sous-entendu, la seule chose qui nous intéresse, c'est les affaires. Et on fait des affaires avec qui? Les gens qui tiennent les rênes du pouvoir. Proche de la libération, sent bien que les choses vont changer. On s'acoquine, on se rapproche des résistants. La guerre est décidément une aubaine pour les voyous, car le camp d'en face également a besoin d'eux. Pour les résistants, la défense du pays contre l'Allemagne nazie justifie tous les moyens. Même l'embauche de ces hors-la-loi. Quand on veut conquérir un territoire, on utilise des forces disponibles sur le territoire et en général, on est assez peu regardant. On a beaucoup de compétences dans le milieu criminel et ces compétences servent quand on n'en a pas de substitution chez les gens honnêtes. Je ne crois pas que l'on puisse dire que la République s'est appuyée sur les voyous. La République s'est dotée des moyens nécessaires lorsque son existence même était menacée. Le meilleur exemple de retournement de veste chez les bandits de cette époque, c'est Pierre Loutrel, dit Pierrot le Fou. Assassin sociopathe à la Gestapo française pendant 4 ans, avant de rejoindre le maquis. Pierre Loutrel devient le lieutenant d'Héricourt dans la Résistance à Toulouse, qui a été embauché par un groupe authentique de résistants, qui s'appelle le groupe Morange, pour abattre des collaborationnistes. Il faut un tueur professionnel. Il fait ça sans problème. Pierrot le Fou est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Durant ces années de lutte clandestine, des liens solides se créent entre les bandits et les futurs dirigeants de la 4e République. Quand on a connu les difficultés de l'occupation, les risques que cela comportait, les pertes que nous avons eues les uns et les autres, on ne peut pas passer ça par profits et pertes du jour au lendemain. Les liens qui ont été noués à cette époque pèseront, oui, assez lourd par la suite. À la Libération, la 4e République règle ses comptes. La police subit une épuration massive, contre-coup de sa soumission à Vichy. Et Henri Lafont, chef de la Gestapo française, est condamné à mort pour l'exemple. Mais la carlingue a fait étalage d'un vrai savoir-faire en matière de torture et d'espionnage. Et le pouvoir peut-il se passer de ces voyous si efficaces ? Même des mecs qui ont été dans la Gestapo pendant la guerre, ils ont été récupérés après par les services secrets, c'est toujours pareil. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est les mecs qui savent qui marchent, qui sont capables de tout, de donner des renseignements. Ces mecs-là, les services secrets, ils les récupèrent toujours, tu comprends ? Dans l'après-guerre, ce nouveau mélange des genres est incarné à merveille par une bande de braqueurs célèbres, le gang des tractions avant. Les tractions avant et le gangstérisme continuent à multiplier leurs forfaits et à proposer des énigmes de plus en plus redoutables à la police française. Dans cette équipe, l'ancien gestapiste Pierre Loutrel s'est associé avec Georges Bouche-Sèche, un autre bandit de la carlingue. Et tous les deux travaillent dans l'ombre pour les réseaux gaullistes. Ces personnages passent de la collaboration au braquage et du braquage à la barbouzerie. L'intérêt
quand vous travaillez avec des voyous, c'est qu'ils vous fournissent tout. Des faux papiers, des armes, des voitures volées. Et, au besoin, s'il faut donner quelques coups de poing ou tirer quelques balles, ils sont là aussi. Dans une France où tout est à reconstruire, ce gang de braqueurs est aux avant-postes de la réconciliation nationale. Aux côtés des gestapistes s'impose un ancien résistant à la réputation de tueur, Joe Atia. Déporté dans le camp de Dachau, il y a fait de précieuses rencontres. À Dachau, Joe Atia va aider, parce que c'est un costaud, bien sûr, passé de boxeur, sportif, etc. Un type qui est quand même un peu, lui, moins costaud et tout, qui est Edmond Michelet. Edmond Michelet devient ensuite garde des Sceaux. Vous imaginez, chaque fois qu'Atia va être jugé, avec des fortes présomptions, des enquêtes, des preuves et tout, vous avez comme témoin de moralité le garde des Sceaux. Comment voulez-vous condamner quelqu'un avec une caution morale comme ça? Et Joe Atia, qu'on appellera le roi du non-lieu, il va être mêlé à peu près à tout ce qui se fera en termes de crimes et de barbouzerie pendant les 20 années suivantes, sans jamais écoper d'une nouvelle peine de prison. C'est la leçon de ces années de guerre. Dorénavant, la frontière entre voyoucratie et milieu politique est poreuse. La mécanique infernale est en place. Les bandits deviennent des agents officieux prêts à commettre toutes les basses besognes. Ils peuvent jouer les barbouzes pour l'État. Ces barbouzes étaient recrutés pour défendre la patrie. L'heure est maintenant à la conquête du pouvoir. Je vous ai compris. C'est l'un des secrets les mieux gardés de la République. Les meilleurs alliés du pouvoir sont les hors-la-loi. Le milieu est devenu un corps intermédiaire, presque comme les autres. Le milieu, c'est un monde comme la politique, voilà. Il y a le milieu, Chacun se connaît, chacun connaît un petit peu, on s'aime, on s'entraide, si on peut, on se tue aussi, ça arrive. Mais c'est le milieu, c'est une autre famille. C'est un monde de marginaux qui est là, où les gens ont refusé les lois, et s'ils peuvent passer à travers, voilà. Les lois de la République, moi, je ne me suis jamais occupé des lois de la République. Moi, j'étais, comment ils disent, hors société. Donc, la loi de la République, c'est tout. Elle sert aux gens qui font les lois, oui, peut-être. C'est eux qui ont les rênes, La carrière de Michel Lepage commence dans les années 60. C'est une longue série de braquages, de trafics, d'arrestations et d'évasions. À 18h, le fourgon de la gendarmerie arrive place d'Enfer Rochereau. À l'intérieur, Michel Lepage, 32 ans, en prison pour tentative de meurtre, hold-up, racket et agression à main armée. 4 hommes armés et masqués blessent le chauffeur, neutralisent les 2 gardes de Lepage et libèrent ce dernier. L'opération a duré moins de 5 minutes. Pour celui que l'on surnomme le parrain de la banlieue sud, lorsqu'on appartient au milieu, il y a des règles à respecter. La première d'entre elles, on ne se mélange pas avec les flics. Les seules fréquentations qu'on avait avec eux, nous, les voleurs, c'est quand on est dans leur bureau et qu'ils nous parlent de ce qu'on a pu faire, de ce qu'ils nous accusent. Voilà, c'est tout. Les seules relations qu'on avait, c'est ça. Puisqu'on se courait derrière, ils nous couraient derrière. Et nous, on courait plus vite de temps en temps. C'est le chat et la souris avec eux. C'est comme ça que ça se passe. Pourtant, lorsqu'il débute, Michel Lepage constate que ses grands frères en crime ne jouent pas tous avec les mêmes règles. Certains sont très proches des policiers. Ils ont dans leur poche un laissez-passer officiel, un sésame qui tient en 3 lettres, S-A-C. On arrivait dans un bar, on les voyait avec les calibres sur eux. Mais vous faites pas serrer avec les calibres? Bah non, on a la carte du sac. Ah bon? Voilà. À l'époque, tu te faisais arrêter avec la carte du sac, tu montrais ta carte, tu avais le calibre, bon allez, vas-y, circule. Voilà, c'est surtout comme ça qu'ils nous vendaient la chose, les mecs plus anciens que nous. Le sac. 3 lettres qui font encore tâche dans l'histoire du gaullisme. 3 lettres pour service d'action civique. Une police parallèle dont les responsables ont encore du mal aujourd'hui à reconnaître la dangerosité pour la République. Moi qui ai été un des responsables du sac, c'est un peu excessif, mais enfin, j'ai quand même été dans cette organisation. C'était un service d'ordre, doublé d'éléments qui renseignaient un peu sur le fonctionnement du mouvement politique. C'était vraiment
Rien de bien extraordinaire. En fait, il aurait mieux valu qu'il n'y ait pas de mélange des genres. Voilà. Entre-temps, une commission parlementaire a démontré que les hommes du SAC avaient trempé dans des centaines de faits divers. En 1958, il s'agit simplement de ramener De Gaulle aux affaires. La guerre d'Algérie fait rage. Le général a besoin d'hommes de main pour contrer les membres du FLN qui menacent l'intégrité des frontières et pour juguler les partisans de l'Algérie française. Les gaullistes doivent en même temps assurer la sécurité des campagnes électorales face aux puissants communistes. Pour toutes ces missions, le SAC va naturellement recruter dans les rangs de la voyoucratie. Combien de fois ils m'ont sorti de prison moi, pour faire un arrangement. J'ai dit, allez vous faire baiser. Il ne faut pas faire deux choses dans la vie. Ou t'es voyou ou t'es condé. Si t'es condé, t'es voyou. Bah, reste voyou, ne trahis pas les tiens. Moi, j'ai été élevé au communisme, et le SAC, en général, c'était les mecs de droite. Tu me parlais de la droite, je tournais la tête. Je pouvais pas rentrer dans ce système-là, toi. Par rapport à mon père, qui m'avait éduqué communiste, et machin. Les gens du SAC, franchement, ils foutaient la trouille. Je me suis mis, ça ne se fait pas dans ce monde, j'ai décollé des affiches. Je m'en suis pris plein la figure, je me vois un petit costume bleu marine, j'étais par terre, parce que honnêtement, j'avais pas la force physique. Et d'ailleurs, il fallait pas lutter, parce que j'en aurais pris plus. Donc j'ai vu ce que c'était la force qui n'est pas nécessairement celle du droit. Les résistants avaient fait appel aux voyous en leur temps pour combattre l'Allemagne nazie. Là, les gaullistes reprennent la même méthode, mais cette fois-ci pour conquérir le pouvoir et renverser cette 4e République qu'ils exècrent. On peut comprendre qu'à un moment, au nom de la liberté, au nom de la résistance, on sorte, je dirais, des règles démocratiques. Mais du coup, il y a une déviance, une sale habitude d'utiliser la force, le non-droit, pour l'emporter. L'heure de la 5e République. Le général de Gaulle, élu président de la République, entre à l'Élysée. Il me faut le concours de ceux qui servent la République. La 5e République vient de naître, et le SAC devient une milice au service du pouvoir en place. Les bandits qui ont accepté d'entrer dans ce service héritent d'une carte de membres bleu, blanc, rouge, synonyme de sauf-conduit. Il nous arrivait fréquemment d'arrêter des beaux petits voyous de banlieue, et qui avaient cette carte, et qui bien souvent sortaient plus vite que l'auteur de l'arrestation que le pouvait être parfois, pour rédiger tous les rapports, parce qu'il y avait intervention d'en haut pour le relaxer immédiatement. Les voyous, on les connaissait, ils nous les montraient, leurs cartes. Mais ils nous disaient que c'était même pas politique. C'était pas des mecs qui allaient braquer, tout ça, c'était des mecs, des mecs et puis des escrocs, la basse classe, quoi, de la voyoucratie. Avec ce laissez-passer inédit dans l'histoire de la République, les bandits du SAC se voient confier des missions spéciales, hors de tout champ légal. Pour les gaullistes, c'est un climat de guerre civile qui légitime ce mélange des genres. C'est ici que s'est déroulé à la nuit tombante l'attentat contre le général de Gaulle. De sa voiture filait à 100 à l'heure vers l'aérodrome de Villacoublay lorsque les tueurs déclenchèrent leur tir. 6 balles ont atteint la DS où se trouvait le général de Gaulle. L'attentat est très vite revendiqué par l'OAS, l'organisation terroriste des partisans de l'Algérie française, dont l'un des piliers, le colonel Argout, est en cavale en Allemagne. Lorsqu'on a besoin de mener des opérations clandestines, des opérations où justement il ne faut pas exposer les organismes officiels du pays, on fait appel aux voyous, parce qu'on sait qu'ils vont bien mener l'opération et sans état d'âme. Inter, actualité. Un homme grand, vêtu d'un pardessus marron, entre à 15h hier dans un café proche du quai aux Fleurs. Il demande un jeton, il l'appelle de la cabine publique la police judiciaire. Pour signaler qu'un chef de l'OAS attend la visite de la police dans une camionnette bleue. La porte arrière de la camionnette n'est pas fermée, et sur le plancher, pieds et mains liés, et l'ex-colonel Argout en assez piteux état. D'après le colonel Argout, l'homme au pardessus marron qu'il aurait livré à la police serait un ancien braqueur du gang des tractions avant, Georges Bouche-Sèche, l'ancien gestapiste, désormais au service du SAC.
Nous savions que ce service était antidémocratique, sous contrôle ni de juges, ni d'autorités administratives. On ne peut pas laisser confier des missions de police à des inconnus, et qui plus est, souvent fréquenter des voyous, ou quand ils n'en étaient pas eux-mêmes. Ça arrange tout le monde. Si jamais ils se font capturer, c'est des voyous. Après, il faut prouver le lien qu'ils peuvent avoir avec ceux qui les manipulent. Ça n'est pas simple. D'autant qu'en général, à l'époque, il y avait les moyens de dire « Ah, secret défense ». Jusqu'ici, les bandits du SAC jouissent sans scrupule de leur protection. Mais comme dans les films de gangsters, il y a toujours le coup de trop. En 3 mois, un fait divers a atteint les dimensions d'une affaire d'État. La victime, Mehdi Ben Barka, leader de l'opposition marocaine. Le 29 octobre 1965, il est à Saint-Germain-des-Prés et devant le drugstore, 2 policiers français l'invitent à monter dans une voiture de la police. La suite est un condensé de la barbouzerie gaulliste. Les 2 policiers livrent Ben Barka à des bandits liés au SAC. L'un d'eux est un escroc du nom de Georges Figon. Son acolyte n'est autre que Georges Bouche-Sèche, l'une des barbouzes préférées des réseaux gaullistes. Et Ben Barka ne sera jamais retrouvé. L'affaire Ben Barka présente un aspect particulièrement caractéristique du régime actuel. Ces gens des polices parallèles croient un peu que la France est un pays conquis où l'on peut exercer les pires métiers. L'affaire vire au scandale planétaire. Pour la première fois, le général de Gaulle est obligé d'avouer publiquement ses méthodes officieuses qui ont jalonné sa carrière. Qui ne sait en effet que pendant la guerre, pour lutter contre l'ennemi, pour noyauter et pénétrer ses auxiliaires, la résistance a utilisé des groupes spécialisés. Qui ne sait que plus tard, pour s'informer de ce que tramaient les organisations subversives en Algérie et dans la métropole, le service d'ordre a utilisé des éléments clandestins. Trop de journaux ont agité le spectre des polices soi-disant parallèles, autrement dit des mystérieuses barbouzes. 48 heures après l'enlèvement de Ben Barka, Georges Bouche-Sèche est exfiltré au Maroc. On ne le reverra jamais. Il ne reste plus qu'un témoin, Georges Figon, petit escroc proche du SAC, qui connaît des journalistes et menace de tout raconter. Georges Figon, qui depuis plusieurs jours multipliait déclarations à la presse, est trouvé mort dans un studio de la rue des Renaudes, au moment même où la police venait en force procéder à son arrestation. Le procureur général Chavanon y conclut au suicide. En langage de gangster, on appelle ça une affaire classée. William Perrin, le perceur de coffres, se souvient d'un rendez-vous avec des gens du SAC, une semaine avant le suicide de Figon. Et on m'avait fait une proposition pour fumer Figon, mais moi j'ai dit, moi ça m'intéresse pas. Moi je vais pas tuer un mec qui m'a rien fait. Ils ont dit quoi exactement? C'était quoi le marché? Parce qu'après, il m'aura peut-être filé des affaires et tout. Du coup, mais j'ai pas voulu, moi. C'est des choses qui m'intéressent pas, ça. Ce qui veut dire que d'autres voyous auraient été intéressés? Il y en a qui l'ont dit, puisqu'ils l'ont tué. Il s'est suicidé le jour de son arrestation. Vous ne croyez pas du tout au suicide? L'affaire est étouffée, faute de témoins. Voilà pour Ben Barka. Politiquement, De Gaulle est tout de même obligé de réagir. Il va donc réformer, non pas le SAC, mais la police. Le 36 quai des Orfèvres sera désormais encore plus contrôlé par le pouvoir, et donc encore plus contrôlé par De Gaulle lui-même. Par contre, le SAC est préservé. Les bandits sont trop précieux. Je me souviens de nombreuses interventions que je conduisais à l'époque avec mes prédécesseurs et après moi-même auprès des ministres intérieurs successifs pour leur demander la suppression de ce service d'action civique. À chaque fois, les ministres, leur réponse était « Mais non, vous fantasmez, ça n'existe pas ». Les ministres, à chaque fois, ils nous y conduisaient en fait. Et tout continuait comme avant, rien ne se passait. Rien ne se passait. Ils n'ont jamais eu la volonté de mettre un terme. La pègre a tellement apporté aux gaullistes que ceux-ci sont désormais convaincus qu'on ne peut pas se passer d'elle, qu'on ne peut pas gérer la France sans barbouzerie, même si la contrepartie coûte cher. Les hommes du SAC noircissent les pages faits divers des journaux. En 1974, ce n'est pas un gaulliste qui arrive au pouvoir,
Valéry Giscard d'Estaing représente la jeunesse et le changement. Giscard voudrait bien se passer des structures issues du gaullisme, mais il n'a rien en face. Il n'a certainement pas l'outil nécessaire à un chef d'État pour gérer l'équivalent du SAC. Il n'a aucun contact dans le milieu, zéro. Et donc, il va devoir composer avec ce qui reste. Et ce qui reste, c'est Chirac, qui, lui, pendant ce temps-là, récupère toutes ces structures qui, bien que vieillissantes, sont encore extrêmement puissantes. Le 5 mai 1976 voit la naissance officielle du FLNC. Comment le pouvoir va-t-il préserver la continuité du territoire ? En Corse, c'est un triste record. Il y a eu 16 attentats dans l'île et tous ces attentats viennent d'être revendiqués par un nouveau mouvement clandestin, le Front National de Libération. Pour l'État, la Corse, c'est la France. La barbouzerie est désormais un réflexe pavlovien. Les réseaux de Chirac reprennent immédiatement du service. Et sur l'île, c'est une drôle d'histoire qui commence. Une histoire où les autonomistes sont à leur tour victimes de curieux attentats. Moi, j'ai sauté dans ma voiture. Tous les ressorts de mon siège étaient remontés en haut du siège, mais moi, j'ai rien eu. La voiture a décollé d'un mètre ou deux, elle est redescendue, j'ai rien eu. Ils ont essayé de tuer ma mère avec 5 kilos d'explosifs. Tous les escaliers, qui étaient des escaliers en marbre et tout, ils étaient comme si au rasoir. Edmond Simeoni, leader politique des autonomistes, comprend tout de suite à qui il a affaire. Un gang de barbouzes du nom de Francia, la filiale corse du SAC. La liste, elle a été établie par des observations, puisqu'on était toutes les nuits en éveil, toute la Corse et tout, même les gens qui n'étaient pas avec nous surveillaient, ça fait qu'on les a identifiés. Le leader des barbouzes s'appelle Pierre Bertolini. C'est un brigadier chef chez les pompiers, il est corse et farouchement opposé à l'indépendance de son île. Et il a recruté dans son équipe de nombreux voyous. Vous aviez une dizaine de types, il y en avait 2 ou 3 qui étaient décervelés, et il y en avait 7 ou 8 qui étaient des voleurs de poules de droit commun, mais vraiment le bas du caniveau dans la pègre. Pour lutter à armes égales avec les poseurs de bombes, l'État giscardien succombe à son tour aux délices de la basse police. Quand on est dans une démocratie, ça peut fortement choquer de voir des républicains utiliser des moyens qui sont fort peu démocratiques, mais qu'ils justifient évidemment pour l'intérêt de tous. La posture morale, donneur de leçons est un truc absolument formidable, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Dans la réalité, si on doit traiter d'un sujet grave, alors on génère avantages et inconvénients. Et puis le politique fait un choix parce qu'il est là pour ça. Le choix de Francia va s'avérer dangereux. En Corse, tout se sait. Dominique Bianchi, leader autonomiste, est persuadé qu'après les bombes, Francia en veut maintenant à la peau de ses camarades. Ce Corse décide donc naturellement de prendre les armes. Et le jour J, il tend un guet-apens aux barbouzes. On les a coincés, on les a braqués, disons les choses. Et à notre grande surprise, on a trouvé dans leur voiture des dizaines d'armes. On découvre un arsenal plus qu'impressionnant. Talkie-walkie, etc. Et le commandant Bertolini, c'est-à-dire le chef occulte de Francia. En plus du chef Bertolini, un certain Alain Olliel fait partie du commando. L'homme est un bandit déjà condamné à 2 ans de prison pour vol d'armes. C'est moi qui le fouille. Je découvre une première carte, RPR. Carte du RPR. Bon, il est membre du RPR. Et en l'interrogeant, on lui dit « Mais tu appartiens à Francia ». Il dit « Oui, j'ai la carte ». Deuxième carte découverte, pour lui c'était la carte de Francia, du réseau de barbouzes clandestins, la carte du service d'action civique, la carte du SAC. Donc je montre les cartes à mes amis, je dis « Voilà, on a le SAC et le RPR ». Une expédition punitive exécutée par des bandits équipés de cartes du RPR et du SAC, cela ressemble à un scénario catastrophe pour la droite. D'autant que la presse locale se rend le soir même au village de Bastelica, où sont retenus les barbouzes, et que le visage du chef du SAC en Corse apparaît à la télévision.
À Bastelica, nous avions pu quelques instants converser avec Pierre Bertolini, que gardaient des hommes en armes et qui réfutait les accusations qui ont motivé son rapt. Personnellement, je ne mets pas à me plaindre du traitement qui m'a été fait. Conditions morales, elles sont les conditions morales de tout otage. Quelles sont, selon vous, les raisons de cette action? Probablement une méprise, parce que je suis venu à Bastelica pour y passer 1 heure et accompagner 2 personnes qui venaient à la chasse. Alors que la Barbouze nie tout en bloc, Parce que je suis venu accompagner 2 personnes qui venaient à la chasse. l'État réagit. On voit débarquer le mardi à midi 800 à 1000 gendarmes. Et c'était assez impressionnant. Et on voyait les Pumas qui débarquaient et ils ont pris le village d'assaut. Il ne s'agit pas d'une affaire politique, il s'agit d'une affaire de droit commun. Il n'y aura jamais en France de tractation avec les preneurs d'otages qui sont des criminels de droit commun. Les négociations durent 3 nuits et finalement, les preneurs d'otages décident de se rendre, sûrs que le droit est de leur côté. Mais les coupables ne seront pas ceux qu'ils avaient imaginés. J'ai été arrêté, j'ai pris 4 ans de prison pour la Cour de sûreté de l'État. Et les barbouzes que nous avions arrêtés, eux, ont été libérés immédiatement. Dernière démonstration d'un pouvoir central qui n'entend pas se justifier. La raison d'État prime sur tout le reste. Les autonomistes devront attendre l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée pour être remis en liberté. La victoire du candidat socialiste marque une rupture, même pour les voyous. Si la plupart d'entre eux sont d'invétérés anarchistes, les classes populaires dont ils sont issus aspirent à davantage de justice sociale. Avant de se mettre à la peinture, ce Marseillais a vidé les coffres des banques dans toute la France. Cet infatigable braqueur était encore récemment soupçonné d'avoir prêté main forte à une attaque de fourgon blindé, à 74 ans. Pour la police, Antoine Cossu, dit Tony Languille, est l'une des grandes figures du milieu traditionnel. Mais Tony Languille, ça vient d'un Condé à Paris. Je me fais serrer à Paris avec des amis, on partait sur un braquage, on a la voiture pleine d'armes. Un contrôle comme ça, on nous coince, moi je sors les papiers. Le mec il me dit, oui, les papiers, j'ai écouté, ils sont dans la poche, je sors, tu vois. Et là, j'essaye de m'arracher. Il me court après, il tombe, il se fracasse, tous les condés, je prends les escaliers, je réussis à m'évader. Et là, ce condé, il a dit, c'est une anguille, celui-là. Il a dit, je l'avais dans les mains, il a dit, il m'a glissé comme une anguille. Malgré ses propensions à s'évader, Tony Languille a passé 28 années sous les verrous, où il a connu les pires conditions de détention. Alors l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand lui a fait plaisir, comme à la plupart des bandits. Je suis sorti dehors de Mitterrand, hein. J'ai finissé ma peine, donc on a touché nos grâces. Moi, Mitterrand, il m'a plu. Il a tenu ses promesses. Hein. Avant d'aller au pouvoir, il a dit « la peine de mort, j'en veux plus ». Et il a fait. Il aurait pu se couler avec ça. Parce que le peuple, en général, la peine de mort, hein, on dirait que ça leur plaît. Voilà. Et bon, quand tu es en prison, tu es sensible à ça. Hein. La politique carcérale de François Mitterrand est le symbole d'une nouvelle époque. L'alternance doit surtout permettre de tourner la page des polices parallèles. Dans l'opposition depuis des décennies, les socialistes découvrent les ors de l'Élysée avec prudence. François Mitterrand a vu trop de barbouzeries dans sa longue carrière pour ne pas redouter le pire. François Mitterrand m'avait dit au début de son mandat, vous savez, mon cher ami, je pense que je ne serai pas là longtemps. Ils nous chasseront. Et vous, dans la police, soyez vigilants. Si vous entendez des choses qui se trament contre nous, et il a l'amabilité de me prévenir. Ils ont tous eu une trouille bleue le soir du 2e tour de la présidentielle en pensant qu'il allait y avoir des colonnes de chars qui monteraient sur Paris. Enfin, tout le monde s'imaginait dans une logique Pinochet, quoi. Pinochet Allende. Voilà, le siège allait être encerclé, tout le monde allait être arrêté, on finirait au Parc des Princes. La survie du pouvoir socialiste passe d'abord par l'élimination des réseaux occultes de la droite, et du SAC en particulier. La tuerie d'Oriol, c'est une affaire interne au SAC, le service d'action civique, affirmation ce soir de la police marseillaise. La tuerie d'Oriol est un règlement de compte entre membres du SAC qui tourne au carnage. 6 morts, dont un enfant de 8 ans.
C'est vrai qu'il y a eu aussi, à la fin, des agissements inacceptables. C'est comme ça. Il y a eu des crimes de commis, des règlements de compte, tout ça. Tu sais, quand tu donnes une carte blanche à un individu pour faire, il fait n'importe quoi, il fait du mal, tu comprends, puisqu'il a carte blanche, on ne peut pas rien lui faire, tu comprends, et il torture et tout, il fait du mal. Voilà. Derrière la tuerie d'Auriol, c'est aussi le vrai visage du SAC qui apparaît au grand jour. Une association de bandits pognonistes et de policiers dévoyés sous les ordres de politiciens sans scrupules. Le gaullisme a enfanté un monstre. Service peut-être, mais action aussi. Mais alors civique, ça manquait un peu de civisme, pour être franc. Gérard Fauré est un ancien trafiquant de drogue. Dans les années 70, il était surnommé le prince de la cocaïne. Et à l'époque, il côtoyait des membres du SAC, dont la spécialité était le braquage de banques. Il y avait le grand Roger, il y avait Jacques, il y avait Loul. Aujourd'hui, ils sont tous morts. C'est pour ça que j'en parle, sinon. Et ils ont commencé à faire quelques braquages, tout ça. Et puis, il y a quelques politiciens bien connus qui se sont dit, tiens, ces gens-là peuvent servir pour financer les campagnes présidentielles. C'était surtout ça l'idée. C'est-à-dire que les voyous partageaient avec les politiques? C'est comme ça que ça se passait? Les voyous partageaient avec les politiques, oui. Bien sûr, c'était moitié-moitié. Mais c'était les policiers qui leur donnaient les plans. Ils leur donnaient des banques à braquer, ils leur donnaient des fourgons à braquer. Tout. On vous emmène le plan, on vous dit, voilà, tu tapes là, il n'y aura pas de policiers. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de policiers ici. Vas-y, les gens, ils rentraient comme chez eux. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui se fait même dans le grand banditisme. En dehors du SAC, les gros voyous, comme Gaëtan Zampa, que j'ai bien connu, et Francis le Belge et tout, moi-même, j'ai été en contact avec des policiers en France qui me donnaient des plans, bien sûr. Et c'est normal, on paye, c'est moitié-moitié. La justice française n'est jamais parvenue à prouver le financement du parti gaulliste par des délits liés au SAC. Mais pour François Mitterrand, la tuerie d'Auriol de l'été 81 est une aubaine. Il lance une commission d'enquête parlementaire pour détruire ce SAC, qu'il considère comme le bras armé de l'opposition. L'officine gaulliste, voyant la fin arriver, se débat jusqu'à son dernier souffle. Et nous avons eu quelques menaces directement à l'encontre de la commission, allant même jusqu'à des coups de feu. Je considère que la dissolution du SAC serait purement et simplement un acte politique, une espèce de vengeance, comme les hommes sectaires actuellement au pouvoir en ont le secret. La dissolution du SAC a été prononcée officiellement ce matin par le Conseil des ministres. Pour Bertrand Delanoë, le porte-parole du Parti socialiste, il s'agit d'une mesure de salubrité publique. François Mitterrand, l'ancien pourfendeur de la Ve République, ne va pas tarder à jouir des pleins pouvoirs. Le SAC dissous, il avance ses pions et monte une cellule élyséenne composée de fonctionnaires triés sur le volet. La création des polices parallèles est une constante de tous les pouvoirs qui se veulent forts et de tous les pouvoirs qui n'ont pas confiance dans la police officielle. Il y a une fascination des politiques pour la police parce qu'ils en sont les victimes dans l'opposition. La cellule élyséenne protégera la vie du président, mettra des dizaines de personnes sur écoute et ne s'embarrassera pas de la légalité. Jusqu'au jour où ça dérape. Une fois de plus, en Corse, où le FLNC, après 2 années de trêve, engage un nouveau bras de fer avec l'Élysée. Nous allons imposer à l'État français ce droit à l'autodétermination. Et à partir de ce moment-là, nous étudions toutes sortes de moyens. Le pouvoir socialiste ne veut pas paraître laxiste. Dans son viseur, 2 piliers du FLNC, les frères Alain et Guy Orsoni, à qui l'État attribue des centaines d'attentats. Juin 1983, sur ordre de l'État, d'un État socialiste, Guy Orsoni est enlevé, torturé à mort, et son cadavre disparaît. Il est sans sépulture. La police française arrête très vite les assassins présumés de Guy Orsoni. Il s'agit de petits malfrats corses. Pour les militants FLNC, cela ne fait aucun doute. Ces bandits ont été télécommandés par les barbouzes de l'Élysée. Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur de François Mitterrand, dément formellement.
le FLNC prétend que Guy Orsoni aurait été enlevé et abattu par des barbouzes aux ordres de la police. Ces accusations sont calomnieuses, sans l'ombre d'un commencement de preuve. C'est un moment important, parce que c'est la première fois qu'on s'attaquait physiquement et dans des conditions absolument horribles à un militant du front. Et donc le FLNC à l'époque a décidé unanimement qu'on ne pouvait pas impunément tuer un de ses militants. Donc la riposte a été impitoyable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La violence en Corse, une nouvelle fois à la une de ce journal avec une affaire qui semble tout droit sortie d'un film policier. Devant la porte de cette maison d'arrêt se sont présentés 2 gendarmes et un prisonnier à écrouer. Il était 6 heures ce matin à Ajaccio. Les 2 gendarmes et le prisonnier sont en fait des militants FLNC déguisés, venus prendre d'assaut la prison d'Ajaccio. De mémoire de policiers, on n'avait jamais vu ça en France. À l'intérieur, une fusillade éclate. Les assassins présumés d'Orsoni viennent d'être liquidés dans leurs cellules. Il fallait que justice soit faite, justice est faite. Je remercie le FLNC d'avoir rendu justice à mon frère. Après l'affaire de Guy Orsoni et la disparition de Guy et la vengeance du front, plus personne n'a jamais osé s'attaquer physiquement, y compris l'État, à un militant ou un responsable du FLNC. L'utilisation des voyous pour des basses besognes ne dépend pas de la couleur politique. À gauche, comme à droite, la justification est toujours la même, préserver les intérêts de la patrie. Mais les temps changent. Plus d'attentats contre le président, plus besoin de gros bras dans les meetings. Même les indépendantistes corses jurent qu'ils déposent les armes. Nous sommes en mesure de mettre en place les conditions effectives d'un début de démilitarisation de l'espace du politique. Dès lors, l'utilisation des barbouzes tend à disparaître, du moins sur le territoire français. Le rôle des voyous, l'histoire de la France, c'est quand même quelque chose qui a largement évolué. Si certaines pratiques à l'après-guerre, je dirais, ont pu exister, le fossé s'est vraiment creusé et éloigné. Tout est devenu très transparent. Le temps des barbouzes est révolu, mais les hommes politiques ont côtoyé le milieu depuis si longtemps que la synergie est en place. Et des centres d'intérêt communs sont apparus. S'il n'est plus question de défendre le drapeau, on peut toujours faire des affaires ensemble. Il est certain qu'il y a des avantages avec les hommes politiques qu'on n'a pas ailleurs. Voilà. Quand le mec il est maire, tout ça, tu dois avoir des appartements, des trucs, et tout, faire reconstruire tout ça, une maison. Des avantages. L'embellie qu'ils ont, eux, c'est qu'ils ne vont jamais en prison. Eux, ils peuvent escroquer des milliards, des machins, faire leur combine. Hein. Les procès, c'est remis à plus tard. Chaque année, on remet. Nous, non, nous, de suite, allez, procès en avant. Nous, on y va direct à la potence. Mais c'est les plus forts, hein. Nous, les bouilles à côté, on est... Hein. Lorsque Charles Pasqua est ministre de l'Intérieur, il a, entre autres, la responsabilité des établissements de jeu sur le territoire français. Un milieu où les tentations sont grandes. Je n'ai jamais été attiré par le jeu. Je n'ai impulsé aucune politique. J'ai laissé les choses se dérouler comme elles se déroulaient. Personne, d'ailleurs, ne m'a rien demandé. C'est pourtant à cause d'une sombre affaire liée au jeu que Charles Pasqua va plonger. Le ministre autorise la vente d'un casino en Haute-Savoie à un homme d'affaires sulfureux, un certain Michel Thomy. Vous venez là-bas, dans la partie là-bas. Hein. L'homme possède déjà de nombreux casinos en Afrique, comme ici, à Libreville, au Gabon. Là-bas, il est surnommé l'empereur des jeux. Oh, vous savez, empereur, pas du tout. On est venu pour être bien installé dans le pays et pas venir simplement pour prendre de l'argent et s'en aller, vous voyez. Parce que regardez la qualité du produit, ça a 4 ans. Les Corses, pour faire face à leur propre développement, ils sont obligés de quitter l'île. Ça ne vous a pas échappé. En dehors des chèvres, des châtaigniers, etc., je ne vois pas ce qu'ils pourraient trouver autre. Mais la justice soupçonne par ailleurs l'homme d'affaires Michel Thomy
d'être lié au milieu corse. La diaspora corse est très importante, l'implantation en Afrique francophone. Et il est toujours difficile de savoir à qui on a affaire. Est-ce que c'est un mafieux, un malfaiteur professionnel? Est-ce que c'est un individu qui a des connexions dangereuses avec le monde de la politique? Est-ce que ce chef d'entreprise lui-même est en lien avec le banditisme? Est-ce qu'il est issu du banditisme? Tout ça, c'est pas toujours simple à décoder. En 2007, la justice est en tout cas persuadée que Pasqua et Tommy ont conclu un pacte de corruption autour du casino d'Annemasse, en Haute-Savoie. Car très vite, Michel Tommy revend ce casino avec une plus-value conséquente de 80 millions de francs. 5 ans plus tard, 7,5 millions de francs se retrouvent sur le compte du parti politique de Charles Pasqua, le RPF, grâce à un don de la fille du même Michel Tommy. Un versement bien généreux, elle ne figurait qu'en 55e position sur la liste de Charles Pasqua. Lors du procès, les magistrats croient déceler l'existence d'un réseau corso-africain. Les réseaux Pasqua, je vais vous dire, à mon avis, me concernant du moins, ça ne peut être qu'un réseau d'amitié et de relations amicales. Je n'ai jamais eu de lien, moi, et d'amitié professionnelle avec M. Pasqua. C'est simplement de l'affection en dehors des affaires. Il n'a pas été possible de questionner plus avant Charles Pasqua sur le milieu du jeu en général et sur l'influence de certains corso-africains en particulier. Attendez, je comprends pas pourquoi on fait un focus. Il y a tellement focalisé sur le jeu et les Corses, en fait, parce que c'est pas vraiment pourquoi on est là, et c'est pas un sujet sur lequel on va s'épancher pendant des heures. Ça fait déjà la troisième question. On va arrêter là l'interview parce que ça nous intéresse pas. L'ancien ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour financement illégal de sa campagne des élections européennes de 1999. Ce verdict sonne la fin de sa longue carrière politique. Pour autant, ce réseau corso-africain qu'il a participé à fonder, a-t-il disparu avec lui? 6 mai 2012, c'est François Hollande qui est élu président de la République. 17 ans après François Mitterrand, la gauche revient à l'Élysée. Comme en 81, les socialistes arrivent au pouvoir. Et comme en 81, ils cherchent à détruire les réseaux occultes de la droite. Au ministère de l'Intérieur, Manuel Valls se fait mettre au parfum. Les enquêteurs de la police judiciaire ont organisé depuis des mois des filatures dans le milieu corse. Et ils soupçonnent désormais l'ami de Charles Pasqua, Michel Tommy, d'y tenir un rang très haut placé. Selon eux, sa fortune et ses biens au Gabon serviraient à protéger les grands noms du banditisme insulaire en cavale. Et les enquêteurs enfoncent le clou. Ils ont vu ce même Michel Tommy dans la voiture d'un autre Corse, Bernard Squarcini, roi des espions pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Tommy et Squarcini dans une même voiture. Pour Manuel Valls, cela pose question. Le réseau corso-africain serait-il toujours actif? Et financerait-il désormais la droite sarkozyste? Je voudrais m'inscrire un petit peu en faux contre cette espèce de racisme anti-corse qui est toujours assez lénifiant, sur lequel il faudrait mettre un petit peu un bémol. Je pense que l'association de certains noms laisse à penser que de suite il y a forfaiture, corruption, trahison, sabotage. Manuel Valls lance en 2013 une enquête ultra secrète impliquant 18 policiers sur cet éventuel réseau corso-africain. Il y a un système mafieux, il y a une mafia en Corse et nous devons les attaquer à tous les secteurs économiques de l'île, mais aussi à l'extérieur. Marseille, à Aix, à Paris, à l'étranger, ce sont des réalités. Pendant 1 an et demi, 18 policiers vont enquêter en toute discrétion sur ce réseau. Mais ils ne trouveront rien de tangible. C'est aujourd'hui à un niveau transnational que se nouent les liens entre politiciens, voyous et affairistes. Leur arrière-salle, il n'est pas en France. Il est dans certains pays étrangers où là, il sera difficile d'aller investiguer, parce que là, après, on se heurtera à la souveraineté du pays en cause, qui pourra peut-être collaborer avec la justice française, mais qui, à un moment ou à un autre, ne va pas forcément nous autoriser à faire des investigations comme on les mènerait en France.
le dernier avatar de ces liaisons dangereuses entre voyoucratie et monde politique, serait donc une machine sophistiquée et inattaquable. L'homme clé de ce réseau corso-africain vit des jours paisibles, ici, dans son village natal de Sainte-Lucie de Talano, au fond d'une vallée du sud de la Corse. Daniel Leandri était un simple brigadier de police lorsque Charles Pasqua en a fait son Monsieur Afrique, son porteur de messages, son négociateur de l'ombre. Charles Pasqua, je pense qu'il a dû m'apprécier par ma discrétion. Hein. Je rendais compte toujours très fidèlement. Je n'écrivais jamais, par contre. Je rendais compte toujours oralement. Et tout ce qu'on raconte sur le fait que la vie politique française était en partie financée par de l'argent africain, notamment en provenance du Gabon. C'est-à-dire que ça s'est beaucoup dit, effectivement. Ça s'est beaucoup dit à travers les médias, à travers tous les médias. Mais moi, personnellement, de ce que j'en connais, moi personnellement, après, peut-être que d'autres, d'autres s'occupaient de ce genre d'activité. Moi, je n'y allais pas du tout pour ça. Peut-être qu'il y avait des spécialistes, hein, certainement même. L'enquête sur le financement occulte par le milieu corse bute ici, contre ce mur du silence, et surtout contre cette révérence encore palpable envers feu Charles Pasqua. Je ne dirai rien de ce que lui n'a pas dit. Et je ne le dirai jamais, je n'écrirai jamais de livre. Là, pour bien, il y a des gens qui écrivent, moi c'est pas mon... Je ne cherche pas la publicité, au contraire, je fuis la publicité. Quand on est dans l'action, on ne peut pas être dans le spectacle. Charles Pasqua peut reposer en paix. Les secrets des corso-africains sont bien gardés. Permettez-moi d'avoir une pensée émue pour celui qui fut un grand patriote et un grand serviteur de l'État. Le banditisme est entré dans un nouvel âge et les politiques se sont adaptés. Les deux milieux peuvent donc continuer à se rendre des services, et qu'importent les alternances politiques, et qu'importent les coups d'épée dans l'eau de Manuel Valls. Tout de suite. Il est certain qu'il y a des avantages avec les hommes politiques qu'on n'a pas ailleurs. Voilà. Le service en vaut une autre. C'est pas compliqué.